Je m'appelle Kieran Murphy, j'ai 35 ans et je suis géologue dans une société minière basée à Lyon, en France. Si tu me demandes d'où je viens, je te dirai d'un petit village perdu au milieu des champs de blé doré, un endroit nommé Saint-Romain-sur-Loire, quelque part dans la campagne de la Beauce. Mais si tu me demandes où j'appartiens vraiment, je ne saurais quoi répondre. J'ai passé ma vie à chercher un lieu où me sentir chez moi, un endroit sans l'odeur du vin bon marché, sans cris, sans coups, sans ces marques que j'ai longtemps crues normales dans une enfance comme la mienne. Aujourd'hui, assis dans ma maison lumineuse sur les hauteurs de Lyon, je veux raconter mon histoire, celle d'un garçon brisé par la douleur, mais qui a fini par trouver la lumière malgré un chemin semé de ténèbres. Saint-Romain-sur-Loire n'était pas le genre de village qu'on voit sur les cartes postales. 2 rues principales, un café-tabac toujours plus animé que l'église, des maisons anciennes où les volets restaient fermés pour cacher la misère. Notre maison se trouvait à l'extrémité du bourg, une vieille bâtisse à 2 étages, aux crépis fissurés, aux tuiles branlantes. Les fenêtres, souvent closes, gardaient jalousement les secrets de l'intérieur. Mon père, John Murphy, était mécanicien, du moins quand il ne buvait pas. Ma mère, Marlène, avait travaillé comme caissière avant d'abandonner, un jour, en disant que, dehors, personne n'avait besoin d'elle. Tous deux buvaient, beaucoup. Le vin fort, la gnôle bon marché, le pastis de contrebande. Ces bouteilles rythmaient nos journées, faisaient rire, pleurer, hurler. Ou frapper. Parfois c'était entre eux, parfois contre moi. J'étais l'aîné, né alors qu'ils rêvaient encore d'une vie meilleure. Ces rêves se sont évaporés, comme la buée sur une tasse de café au petit matin. Après, moi vint Julien, 10 ans plus jeune, un blond aux yeux clairs qui me regardait comme si j'étais un héros. Et puis Léo, le plus petit, à peine 2 ans quand j'ai compris que notre famille n'était pas normale. Je les aimais plus que tout, mes frères. Et j'aurais tout pris sur moi pour qu'ils ne souffrent pas. Mon enfance n'avait ni pique-nique, ni bicyclette neuve. C'étaient des nuits blanches, à écouter le bruit des bouteilles qu'on brise et les hurlements de ma mère pendant que mon père perdait une énième partie de cartes au bistrot du coin. Je me souviens du jour où j'ai compris que ma vie n'était pas comme celle des autres. J'avais 7 ans. Ma maîtresse, Madame Harpin, m'avait gardé après la classe. « Kieran, tout va bien? Ton col est déchiré et... ton bras ?» J'ai baissé les yeux. Une large ecchymose couvrait ma peau. « Je suis tombé en jouant au ballon, madame. » Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a rien dit. Personne n'osait s'approcher de la maison Murphy. Mon père n'était pas toujours cruel. Certains jours, quand il était sobre, il s'asseyait sur le perron et me racontait des histoires de nos ancêtres irlandais, ces paysans robustes qui avaient survécu à la famine et à la guerre. « Dans nos veines coule le sang des guerriers, fiston, » disait-il en levant son verre. Ces rares instants me donnaient l'impression d'avoir un vrai père. Mais dès qu'il reprenait la bouteille, le guerrier devenait bourreau. Ma mère, elle, ne levait jamais la main. Son arme, c'était le silence. Quand j'avais 10 ans, j'avais rapporté un dessin que la maîtresse avait affiché au tableau d'honneur. Je croyais qu'elle serait fière. Elle a jeté un coup d'œil distrait avant de marmonner. « On n'a pas de place pour les bêtises dans cette maison. » Je me suis senti s'effondrer à l'intérieur. Je ne la haïssais pas. Je voulais juste qu'elle me voie une seule fois. Je n'ai pas laissé ces blessures me détruire. J'ai trouvé refuge dans un lieu minuscule mais sacré, la bibliothèque municipale. Entre les étagères qui sentaient la poussière et les pages jaunies, j'ai découvert le monde. Des histoires d'aventures, de sciences, de pierres et de volcans. C'est là que la géologie est entrée dans ma vie. Les roches avaient quelque chose d'humain. Vieilles, marquées, fissurées, mais pleines de secrets précieux. Je me suis dit que j'étais peut-être comme elles, abîmée à l'extérieur, mais avec quelque chose de solide à l'intérieur. En tant qu'aîné, je suis devenu le bouclier de Julien et Léo. Quand mon père criait, je les tirais dans ma chambre. Je verrouillais la porte et j'inventais des histoires. Un jour, on partira d'ici, leur disais-je. On aura une grande maison avec un jardin, et les fenêtres seront toujours ouvertes. Julien souriait. Léo s'accrochait à moi. Je devais y croire, sinon je n'aurais pas tenu. À 15 ans, tout a empiré. Mon père, ivre, s'est fait virer du garage. Les coups pleuvaient plus souvent.
Un soir, il s'est mis à frapper Julien pour un verre cassé. J'ai voulu m'interposer. Il m'a plaqué au sol, le regard fou. Puis il a vacillé et est sorti, titubant dans la nuit. Julien s'est précipité vers moi en pleurant. Je lui ai promis que tout irait bien, même si je savais que c'était un mensonge. Dès lors, j'ai commencé à travailler. Livraison de journaux, ménage à l'épicerie, tout ce que je pouvais. Je cachais l'argent dans une vieille boîte en fer sous un chêne, derrière la maison. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était un billet pour la liberté. Je révisais la nuit, à la lampe torche, même quand l'électricité était coupée. Ma prof de sciences, Madame Bernard, m'a un jour dit « Kieran, tu as de l'or dans la tête. Ne laisse pas ce village t'enchaîner. » Ces mots m'ont accompagné comme une flamme dans l'hiver. Et puis, à 18 ans, la délivrance. Une bourse complète pour étudier la géologie à l'université de Grenoble-Alpes. Quand je l'ai annoncé à mes parents, mon père a craché « Te crois pas meilleur que nous ?» Je n'ai rien répondu. J'ai serré Julien et Léo, leur promettant de revenir les chercher. Puis, je suis parti sans me retourner. Le bus filait sur la nationale. À travers la vitre, les champs s'étendaient à perte de vue. Je ne pleurais pas, mais j'avais le cœur lourd. Je laissais derrière moi le garçon qui espérait encore que sa famille devienne normale. À Grenoble, tout était différent. Les rues bordées d'arbres, les façades en briques rouges, l'air pur des Alpes. Mais je ne me sentais pas à ma place. Mes camarades portaient des manteaux neufs, parlèrent de leurs vacances en Corse. Moi, j'avais un pull élimé et des manuels empruntés. La bourse payait le logement, mais je travaillais encore. Plongeur à la cantine, déneigeur l'hiver, livreur de pizza le soir. Chaque euro envoyé à la maison disparaissait dans l'alcool. Je le savais, mais j'espérais qu'au moins Julien et Léo en profiteraient un peu. Je leur écrivais souvent. Julien me répondait avec des phrases pleines d'espoir, et Léo m'envoyait des dessins de maisons et de soleils souriants. C'est ainsi que commença ma vie d'adulte, avec des poches vides, un cœur chargé, mais une tête pleine de rêves. La géologie devint mon encre, ma raison de continuer. Je pouvais passer des heures à écouter parler de volcans, de tectoniques, de ces roches qui racontent l'histoire de la Terre mieux que n'importe quel livre. Lors des sorties sur le terrain, j'adorais toucher la pierre, sentir sous mes doigts la rugosité du granit, deviner les millénaires enfouis. Mon professeur, M. Benoît, un homme grand et mince aux lunettes toujours sur le bout du nez, m'avait dit un jour « Tu as l'œil, Kieran. Les pierres ne mentent jamais. Elles se contentent de parler à ceux qui écoutent. » Ces mots m'ont marqué. Pour la première fois, je me sentais à ma place, utile, presque libre. Mais la peur du passé ne me quittait pas. Je sursautais au moindre cri. J'évitais quiconque posait la main sur mon épaule. Quand on me demandait d'où je venais, je répondais vaguement « d'un petit village de campagne ». Puis, je changeais de sujet. J'avais bâti autour de moi un mur invisible, solide, mais étouffant. Et puis, Sarah est entrée dans ma vie. C'était au printemps 2011. J'étais à la bibliothèque universitaire en quête d'un ouvrage sur la minéralogie. Derrière le comptoir, une jeune femme rangeait des livres. Ses cheveux châtains étaient attachés en chignon, et ses yeux bleus brillaient comme le ciel alpin. Quand elle a levé les yeux vers moi, elle m'a souri. « Vous aimez les pierres, à ce que je vois ?» J'ai bafouillé un « oui » maladroit, les joues en feu. « J'ai vu un quartz rose une fois », ajouta-t-elle. C'était beau comme un rêve. Sa voix était douce, sincère. Et sans le savoir, elle venait d'ouvrir une brèche dans la forteresse que j'avais construite. Nous avons commencé à nous voir, d'abord pour des cafés, puis pour des promenades. Sarah était lumineuse. Elle croyait que tout pouvait être réparé. Elle riait facilement, me traînait dans les montagnes proches de Grenoble et me forçait à lever les yeux du sol pour admirer le ciel. Un soir, sur un rocher surplombant la vallée, je lui ai expliqué comment les minéraux se formaient, comment le lithium dormait dans les entrailles de la terre. Elle a ri. « Tu aimes plus les pierres que moi, non ?» Mais son regard disait tout le contraire. Avec Sarah, je n'étais plus le garçon de Saint-Romain-sur-Loire. J'étais un homme avec un avenir. À 23 ans, j'ai obtenu mon diplôme de géologie et un poste dans une entreprise minière à Lyon. Le salaire n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Sarah, elle,
trouva un emploi à la bibliothèque municipale. Nous avons loué un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Je rêvais d'une maison avec un jardin, de livres partout, de fleurs pour elle. Pour la première fois, j'osais croire que le bonheur était possible. Mais le passé n'était jamais loin. Mes parents recommencèrent à m'appeler, exigeant de l'argent. « Tu travailles maintenant, tu dois nous aider », disait mon père d'une voix tremblante d'alcool. Je savais que l'argent finirait en bouteille, mais je n'arrivais pas à dire non. Sarah voyait mon stress, sans comprendre la cause. Je lui cachais tout, honteux de ce poids. Puis, un jour, elle m'a pris la main. « Kiran, il est temps que je rencontre ta famille. » Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas qu'elle voie la maison, ni l'odeur du vin, ni la rancune qui y flottait. Mais Sarah a insisté avec douceur. « Je t'aime pour qui tu es, pas pour d'où tu viens. » Nous sommes partis un samedi matin. Saint-Romain n'avait pas changé. Les mêmes façades grises, le même silence lourd. La maison, elle, semblait encore plus délabrée. Mon père était vautré dans un fauteuil, une bouteille à la main. Ma mère, le visage fermé, a regardé Sarah comme si elle était une intruse. Julien, 15 ans, s'est jeté dans mes bras. Mais Léo m'a simplement fixé, sans un mot, le regard plein de reproches. Sarah tenta la conversation, mais le malaise était trop fort. En repartant, elle m'a serré la main sans parler. Sur la route du retour, j'ai murmuré « Je suis désolé ». Elle a répondu « Tu n'as pas à t'excuser, tu vaux mieux qu'eux ». Cette phrase a ouvert un barrage. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ses bras pour la première fois, et j'ai su que je voulais l'épouser. Mais la vie, encore une fois, a décidé autrement. Un soir d'hiver, j'ai reçu un appel. La voix de mon père, pâteuse, « Kiran, reviens, c'est important ». J'ai hésité, puis j'ai pris la voiture. Quand je suis arrivé, il m'attendait, le regard rouge et humide. « Assieds-toi, fiston, j'ai une proposition. » À côté de lui, une bouteille vide. Mon ami Patrick O'Connell a une fille, Noémie. Elle est en fauteuil depuis un accident. Il veut lui trouver un mari. Il offre 600 000 € à celui qui acceptera. Et je lui ai parlé de toi. J'ai cru mal entendre. « Tu veux que je me vende ? J'aime Sarah ?» Mon père a ricané. « L'amour, ça ne paie pas les factures. Tu pourrais sauver tes frères, non ?» Je me suis tourné vers ma mère, espérant un mot, une lueur. Mais elle a simplement murmuré. « Tu nous dois bien ça. » Je suis parti, écœuré. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'idée de sortir Julien et Léo de cette maison me hantait. L'argent, je ne le voulais pas pour moi, juste pour les libérer. Et puis, au matin, le coup de grâce. Sarah m'a appelé. Sa voix était glaciale. « Kiran, je veux qu'on arrête. Je ne suis pas faite pour toi. » J'ai senti le sol s'effondrer. Je ne comprenais pas. Elle a ajouté « Tes parents. Je ne les supporte pas. » Puis elle a raccroché. Je n'ai plus jamais entendu sa voix. Je me suis effondré, seul, et ce soir-là, j'ai bu. J'ai bu comme lui, mon père. J'ai compris combien il était facile de sombrer. Quand j'ai rouvert les yeux sur ma vie, il ne restait rien à sauver. Alors j'ai dit oui. Oui à Noémie, à ce mariage qui n'avait rien d'un choix. La cérémonie a eu lieu dans une petite église glaciale, sous un ciel gris. Elle portait une robe simple, moi un vieux costume emprunté. Pas de musique, pas de fleurs. Juste mes parents au fond, leurs yeux avides. Julien, silencieux, pleurait dans un coin. Quand le prêtre a demandé « Acceptez-vous ?» J'ai voulu hurler « Non », mais j'ai répondu « Oui ». Et c'était fini. Une vie venait de mourir. Une autre commençait, sans amour, sans promesse. Après le mariage, Noémie et moi avons emménagé dans une petite maison que son père louait à la périphérie de Villefranche-sur-Saône. Une bâtisse simple, couleur crème, avec un jardinet en friche et un intérieur qui sentait le bois humide. Elle avait une chambre adaptée à son fauteuil, un bureau près de la fenêtre d'où elle observait les couchers de soleil. Je dormais sur le canapé du salon, sous une couverture mince qui me rappelait les nuits de mon adolescence. Nous vivions côte à côte comme deux étrangers. Elle lisait beaucoup, des livres d'astrophysique, de philosophie, des romans que je ne comprenais pas toujours. Moi, je partais tôt le matin pour mon travail à Lyon, rentrais tard,
mangeait seule dans la cuisine pendant qu'elle feuilletait ses livres dans la chambre. Parfois, la lumière sous sa porte restait allumée toute la nuit. Je n'éprouvais ni colère ni pitié. Seulement une lourde culpabilité, celle d'avoir dit oui à une vie que je ne voulais pas. Je me disais souvent, elle n'a rien demandé, elle non plus. Nous étions deux victimes du même marché, elle prisonnière de son corps, moi de ma loyauté absurde envers une famille qui m'avait brisé. 3 semaines après notre installation, il pleuvait à verse. Je suis rentré trempé, vidé. Noémie était assise dans le salon, un livre sur ses genoux, la lampe allumée. Sans lever la tête, elle a dit calmement « Vous devriez vous sécher, sinon vous tomberez malade. » Sa voix était posée, ni froide ni douce. J'ai attrapé une serviette dans la cuisine, puis je me suis assis en face d'elle, incapable d'inventer une excuse. Après un long silence, elle a ajouté « Vous savez, Kiran, je ne veux pas être un fardeau. Vous pouvez me parler. Je ne mords pas. » Ces mots m'ont désarmé. « Ce n'est pas que je vous évite, » ai-je répondu, la gorge serrée. « C'est juste que je ne sais pas par où commencer. » Elle a souri. « Alors commencez par votre travail. J'ai entendu dire que vous étiez géologue. Ça doit être fascinant. » C'était la première fois depuis longtemps qu'on me posait une question sans arrière-pensée. Alors j'ai parlé. Des roches, des minéraux, des couches terrestres, du lithium caché dans les profondeurs. Elle écoutait, attentive, me relançant avec des questions précises sur la formation des cristaux, sur les métaux rares utilisés pour l'énergie verte. Elle avait cette curiosité vive, presque enfantine, qui m'a rappelé ce que j'avais perdu. Ce soir-là, pour la première fois, la maison ne me sembla pas étouffante. Peu à peu, une routine s'installa. Après le dîner, qu'elle préparait parfois elle-même, étonnamment habile malgré les contraintes, nous restions dans le salon à discuter. Je lui parlais de mes missions sur le terrain, de la texture des roches dans les carrières, des montagnes du Vercors qu'on voyait à l'horizon. Elle, en retour, me racontait son enfance à la ferme de son père, ses promenades avant l'accident, ses rêves d'astronomie. Une nuit, elle m'a dit « Je ne peux plus courir, mais j'ai appris à voyager autrement, à travers les étoiles. » Sa voix était paisible, presque joyeuse. Je l'ai regardée, frappé par sa force tranquille. Moi, j'avais 2 jambes, et j'étais pourtant paralysé depuis des années, prisonnier de mes blessures, de ma peur d'aimer encore. Je me suis surpris à sourire. Et ce sourire, c'était peut-être le début de quelque chose. Un matin d'automne, en rentrant du travail, j'ai trouvé un petit carnet sur la table de la cuisine. C'était l'écriture soignée de Noémie. Elle y notait des citations, des formules d'astronomie, des croquis de constellations. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est la phrase écrite à la fin « Tout a un sens, même si nous ne le voyons pas encore ». J'ai refermé le carnet, troublé. Ces mots se sont gravés dans ma tête comme un écho à ma propre vie. Peut-être que tout cela, la perte de Sarah, le mariage arrangé, la honte, n'était pas vain. Peut-être qu'il y avait un fil invisible derrière tout ce chaos. Un dimanche, Noémie m'a demandé « Kiran, veux-tu m'aider à planter quelque chose ?» Elle voulait redonner vie au petit jardin abandonné derrière la maison. Je n'y connaissais rien, mais j'ai accepté. Nous avons passé la journée dehors. Moi, à creuser la terre, elle, à me guider depuis son fauteuil. Le soleil tapait, la terre collait à mes mains, et pourtant je me sentais léger. Elle riait chaque fois que je me trompais de plante. « Tu es pire qu'un géologue distrait », plaisantait-elle. Nous avons planté des marguerites, des tournesols et de la lavande. Quand tout fut terminé, je me suis tourné vers elle. Elle avait une trace de terre sur la joue. Sans réfléchir, j'ai essuyé cette tache du bout des doigts. Nos regards se sont croisés. Elle a souri, un vrai sourire, celui d'une femme libre malgré le fauteuil. Ce jour-là, j'ai compris que j'attendais impatiemment de rentrer à la maison. Non pas pour dormir, mais pour la retrouver. Les semaines passèrent et notre complicité grandit. Les soirées s'étiraient, rythmées par nos discussions sur la vie, sur les livres, sur les étoiles qu'elle m'apprenait à reconnaître. Elle m'appelait parfois dans le jardin la nuit. « Regarde là, Orion, on dirait qu'il veille sur nous. » Et moi, je levais les yeux, fasciné moins par le ciel que par elle.
Je ne savais plus quand cela avait commencé. Peut-être le jour du jardin ou celui du carnet. Mais un soir, en la regardant rire, j'ai su. J'étais tombé amoureux. Ce n'était pas un amour brûlant comme celui que j'avais vécu avec Sarah. C'était un feu doux, persistant, une chaleur tranquille. Avec Sarah, j'avais voulu fuir mon passé. Avec Noémie, je voulais le comprendre. L'été suivant, nous dînions quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai senti mon sang se figer. Sarah était là. Ses cheveux étaient plus courts, son regard fatigué. « Kiran, je dois te parler. » Je l'ai suivie dehors, sur le perron. Elle a inspiré profondément. « Tes parents m'ont payé pour te quitter. Mon cœur s'est arrêté. » Elle a expliqué tout. Comment il lui avait été promis de l'argent si elle rompait. Comment elle avait accepté, pensant que ce serait mieux pour moi. Je me sentais vide. Je voulais hurler, tout casser. Mais quand j'ai levé les yeux vers elle, j'ai compris que je ne l'aimais plus. Je lui ai simplement dit « Je te pardonne ». Puis elle est partie, emportant avec elle le dernier vestige du garçon que j'étais. Quand je suis rentré, Noémie m'attendait dans le salon, les yeux pleins de questions. Je lui ai pris la main. « Ça va aller, parce que j'ai toi. » Elle a souri. Et cette nuit-là, pour la première fois, je l'ai tenue dans mes bras sans honte ni regret. Quelques mois plus tard, le téléphone sonna au petit matin. C'était la mère de Noémie. Sa voix tremblait. « Kiran. Ton beau-père, Patrick. Il est parti cette nuit, une crise cardiaque. » Le monde s'est arrêté. Patrick O'Connell, l'homme derrière notre mariage, celui que j'avais longtemps méprisé en silence, n'était plus. Pourtant, je ne ressentais pas de haine. Seulement une immense tristesse, pour Noémie surtout. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta assise dans le salon, serrant contre elle un vieux livre d'astronomie. Après un long silence, elle dit simplement « Papa voulait que je vive pleinement. Il m'a poussé à me battre, même quand tout semblait perdu. » Je me suis assis à côté d'elle, sans parler. Les mots auraient été inutiles. Je savais seulement que je ne la laisserais plus jamais affronter la douleur seule. Le jour des funérailles, il pleuvait sur les champs détrempés autour de Saint-Romain-sur-Loire. Noémie a déposé sur la tombe un bouquet de marguerites, nos fleurs. Je l'ai regardée, digne et fragile, et j'ai juré intérieurement, je prendrai soin d'elle, quoi qu'il arrive. Peu après la cérémonie, l'avocat de la famille nous convoqua. Patrick avait laissé un testament. À Noémie, il léguait un vaste terrain à l'ouest de Gap, un bout de terre rude et stérile, perdu entre collines et roches grises. « Personne n'en veut, » disait l'avocat. Mais Noémie souriait. Papa appelait cet endroit son rêve impossible. Quelques semaines plus tard, nous avons pris la voiture. Les montagnes se découpèrent sur le ciel clair, et le vent sentait la pierre chaude. Quand nous sommes arrivés, j'ai ouvert la portière et mis un pied sur la terre sèche. Un instinct de géologue s'est éveillé en moi. Sous mes semelles, quelque chose sonnait différemment. Un éclat, une densité inhabituelle. Je me suis penché, j'ai ramassé une pierre. Elle était lourde, d'un gris argenté. Je l'ai frottée entre mes doigts. Un éclat métallique a traversé la surface. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je savais ce que c'était. De retour au laboratoire de l'entreprise, j'ai passé des jours à analyser les échantillons. Les chiffres qui s'affichaient sur l'écran me donnaient le vertige. Un gisement de lithium, pur, dense, colossal. Un trésor enfoui sous ce sol que tout le monde croyait stérile. Je n'ai presque pas dormi cette semaine-là. Quand les résultats furent confirmés, j'ai pris la voiture à toute allure vers notre maison. Noémie était dans le jardin, en train d'arroser ses fleurs. Je me suis agenouillé près d'elle, des papiers plein les mains. « Regarde ça, Noémie !» Je lui ai tout expliqué, avec des gestes tremblants. La composition chimique, la valeur du gisement, l'ampleur du potentiel. Elle m'écoutait, les yeux ronds. Puis, elle éclata de rire. Papa avait raison. Il disait toujours que cette terre cachait quelque chose de précieux. Je riais avec elle, un rire fou, libérateur. Ce jour-là, je crois que nous avons tous deux compris que la vie venait de nous offrir une revanche éclatante. Les mois suivants furent une course effrénée. Analyse, négociation,
réunion avec des ingénieurs venus de tout le pays. Quand j'ai présenté le projet à mon patron, M. Harris, il m'a regardé comme s'il voyait une étoile filante. Si tes chiffres sont exacts, Kieran, c'est historique. Et il l'était. Quelques mois plus tard, un consortium minier nous proposa 250 millions d'euros pour l'exploitation, avec une part d'action dans la société. Je n'oublierai jamais ce matin où le virement est arrivé. Les chiffres sur l'écran semblaient irréels. Noémie était à mes côtés. Elle m'a pris la main. On peut faire tout ce qu'on veut maintenant. Qu'est-ce que tu désires? Je lui ai répondu sans hésiter. Être heureux. Juste ça. Nous avons acheté une grande maison à Annecy, au pied des montagnes. Un endroit baigné de lumière, avec des fenêtres donnant sur le lac et des montagnes aux reflets dorés. Noémie a transformé le jardin en un océan de fleurs. Marguerite, lavande, tournesol. L'odeur des herbes fraîches se mêlait à celle du café du matin. À l'intérieur, nous avons construit une bibliothèque entière, des rayonnages en bois remplis de romans, de livres de sciences et d'un coin entier pour l'astrophysique. Noémie, inspirée, s'est mise à écrire son propre livre sur les étoiles, un mélange de science et de poésie. Moi, j'ai continué à travailler, mais différemment. J'ai dirigé un département de recherche sur l'extraction durable, cherchant à rendre la mine de lithium écologique, propre, respectueuse des sols. Chaque jour, en rentrant, je retrouvais Noémie, et j'avais la certitude d'avoir enfin trouvé ma place. La première chose que j'ai faite avec cet argent, ce n'est pas d'acheter des voitures ou des montres. C'était d'aider mes frères. Julien, 20 ans, rêvait d'ingénierie. Je lui ai payé ses études à l'université de Grenoble. Ses yeux brillaient quand il me parlait de ponts et de structures. Léo, 17 ans, peignait des toiles pleines de lumière. Je lui ai loué un atelier à Lyon, avec vue sur un parc. Je leur ai dit « Vous n'entendrez plus jamais de bouteilles se briser dans la nuit. » Et j'ai senti, pour la première fois, le poids des promesses anciennes se dissoudre. Chaque fois que je les voyais rire, je me disais « Mission accomplie ». Avec Noémie, nous avons créé une fondation Patrick O'Connell, dédiée aux jeunes issus de familles violentes ou brisées. Nous finançons des bourses, des logements, des séances de thérapie. Chaque lettre de remerciement que nous recevons est une étincelle. Une jeune fille, nommée Mila, 16 ans, nous a écrit « Vous m'avez donné la chance d'apprendre la médecine. Vous m'avez prouvé que la gentillesse existe encore. » Je gardais sa lettre dans mon bureau, entre deux échantillons de roches. Elle me rappelait d'où je venais et pourquoi je continuais. Mais la vie aime tester les cœurs, même comblés. Un jour d'hiver, alors que je travaillais dans mon bureau, le téléphone sonna. Le nom s'afficha. « Maman ». Je suis resté figé. Puis j'ai décroché. « Kieran, mon chéri, ton père et moi voudrions te rendre visite. Ça fait si longtemps. » Je savais ce que cela signifiait. Il ne venait jamais sans raison. J'ai répondu froidement « D'accord, venez ». Quand ils sont arrivés à Annecy, je les ai à peine reconnus. Mon père, les yeux rougis, la barbe grise. Ma mère, voûtée, tenant un sac plastique. Ils ont regardé autour d'eux, admirant la maison. « Belle réussite », a dit mon père. Puis il est allé droit au but. « On sait que tu as gagné beaucoup d'argent. Tu pourrais partager avec ta famille. » Le mot « famille » m'a brûlé les lèvres. Je les ai laissés parler. Ils se sont plaints, ont rappelé leurs sacrifices, leur sang, leurs efforts. Et enfin, j'ai répondu « Je vous ai déjà donné 500 000 euros. Vous avez tout dépensé. Je ne vous dois plus rien. » Mon père a éclaté. « Tu nous dois tout. Sans nous, tu ne serais rien. » Ma mère a chuchoté. « On est ton sang, Kieran. » Je les ai regardés. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de peur. Seulement une paix étrange. Vous m'avez battu, humilié, vendu. Mais regardez-moi. Je suis debout. Grâce à vous? Non. Malgré vous. Noémie, silencieuse jusque-là, a pris la parole d'une voix ferme. Kieran a bâti sa vie sans votre aide. Vous devriez avoir honte. Mon père a voulu répliquer, mais son regard a croisé le sien. Calme, immuable. Et il s'est tu. Je leur ai désigné la porte. Partez, et ne revenez plus. Quand la porte s'est refermée, un poids immense s'est envolé. J'ai pleuré,
Non de chagrin, mais de délivrance. Noémie m'a serré contre elle. Tu es libre maintenant. Et je l'étais. Les jours suivants, un silence paisible s'installa dans la maison. Le genre de silence qui n'écrase pas, mais apaise. Je me levai tôt, préparai le café, puis restai un moment sur la terrasse à regarder le lac d'Annecy miroiter sous la lumière du matin. Le passé semblait enfin lointain. Et pourtant, certaines nuits, les fantômes revenaient. Le bruit d'une bouteille qu'on brise, un cri étouffé, l'ombre d'un poing levé. Je me réveillais en sursaut, trempé de sueur. Noémie, la plupart du temps, se réveillait aussi. Elle posait sa main sur mon bras sans un mot. Ce simple geste suffisait à me ramener à la réalité. Je lui avais dit un soir, « Je crois que je ne guérirai jamais complètement. » Elle avait souri doucement. On ne guérit pas des blessures profondes, Kieran. On apprend à marcher avec elles. Ces mots sont restés gravés en moi. Un matin d'avril, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. L'écriture m'a glacé, celle de ma mère. Je l'ai ouverte, hésitant. Quelques lignes, écrites d'une main tremblante. « Kieran, ton père est malade. Les médecins ne lui donnent pas longtemps. Ils parlent souvent de toi. Je ne sais pas si c'est le remords ou la peur. Je ne te demande rien, mais je crois qu'il aurait voulu te voir une dernière fois. » Je suis resté longtemps à fixer la lettre. Les mots dansaient. Noémie m'a trouvé ainsi, la feuille entre les doigts. « Tu veux y aller ?» J'ai répondu sans hésiter. « Oui, pas pour lui, pour moi. » La route jusqu'à Saint-Romain-sur-Loire m'a semblé irréelle. Chaque virage ramenait une odeur, une image, une peur ancienne. Le village n'avait pas changé. Les façades grises, la taverne encore ouverte, le silence poisseux. Quand j'ai franchi le seuil de la vieille maison, une odeur de poussière et d'alcool m'a frappé. Mon père était dans son lit, pâle, amaigri, les yeux perdus. Ma mère, assise à son chevet, pleurait en silence. Il m'a regardé, d'abord sans me reconnaître. Puis, un léger sourire a effleuré ses lèvres. « T'es venu, fiston ?» J'ai hoché la tête. Il a toussé, peinant à parler. « J'ai tout gâché, ton enfance, ta vie, je voulais mieux. Mais j'étais faible. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas effacer les coups, les hurlements, mais je pouvais lui rendre ce qu'il n'avait jamais eu. Un peu d'humanité. Je lui ai pris la main. Elle était froide, sèche comme une vieille pierre. « Repose-toi, papa. » C'étaient les seuls mots que j'ai pu prononcer. Il a fermé les yeux, et un souffle long s'est échappé de ses lèvres. Je suis resté là, longtemps. Quand je suis sorti, le ciel était couvert, mais j'ai senti qu'en moi, quelque chose venait enfin de se fermer. En rentrant à Annecy, j'ai retrouvé Noémie sur la terrasse, un plaid sur les genoux. Elle m'a regardé, sans poser de questions. Je me suis assis à côté d'elle. « C'est fini », ai-je murmuré. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Le vent soulevait les feuilles du jardin, et j'ai compris que le pardon n'était pas une faiblesse. Ce n'était pas oublier. C'était refuser de laisser la haine continuer à vivre en soi. Je n'aimais pas mon père, mais je ne le haïssais plus. Les années ont passé. Julien est devenu ingénieur civil, travaillant sur des ponts suspendus dans les Alpes. Léo expose ses toiles à Lyon et Paris, des paysages éclatants de couleurs, pleins de lumière et de joie. Chaque fois que je les vois, je repense au garçon que j'étais, enfermé dans cette maison où le silence faisait plus mal que les cris. Et je me dis que ce garçon aurait du mal à croire tout ce que nous sommes devenus. Noémie, elle, a publié son livre. Les étoiles au bout des doigts. Un essai poétique sur l'univers, la résilience et la beauté des imperfections. Le livre a connu un succès inattendu. Des lecteurs lui écrivent du monde entier. Et moi, je la regarde, fièrement, chaque fois qu'elle signe un exemplaire. Nous continuons notre travail avec la Fondation. Parfois, nous accueillons des jeunes pour des stages dans notre équipe scientifique. Je leur montre comment lire la Terre, comme on lit une histoire. Certains d'entre eux viennent de foyers violents. Je reconnais leur regard, mélange de peur et d'espoir. Et je leur dis, « Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. » Un soir d'été, des années plus tard, nous étions dans le jardin. Le ciel était clair, constellé de lumière.
Noémie pointait les étoiles avec son télescope. Elle a murmuré « Tu te rends compte, Kiran? Chaque étoile là-haut, c'est une histoire. Peut-être que la nôtre aussi brillera quelque part. » Je lui ai pris la main. Je crois qu'elle brille déjà. Nous sommes restés là, longtemps, à regarder le ciel, et j'ai repensé à tout le chemin parcouru, à la petite maison de Saint-Romain, aux cris, à la peur, aux nuits d'études à la lampe torche, à Sarah, à Noémie, aux montagnes, aux fleurs. Chaque instant, bon ou mauvais, avait tracé le sentier de ma vie. Un sentier tortueux, douloureux parfois, mais qui menait ici, à ce jardin, à cette femme, à cette paix. Si je pouvais parler au garçon de 15 ans, recroquevillé sous son lit dans la vieille maison, je lui dirais « Tiens bon, ne laisse pas la douleur te définir. Tu porteras longtemps les cicatrices, mais elles te guideront. Les ténèbres d'aujourd'hui deviendront la lumière de demain. Tu verras, un jour tu comprendras pourquoi tu as survécu. Et si quelqu'un, quelque part, lit mon histoire en ce moment et se reconnaît dans mes blessures, qu'il sache ceci. Tu n'es pas ce que les autres ont fait de toi. Tu es ce que tu choisis de devenir. » Ce soir encore, le vent souffle sur le lac. Noémie dort à côté, son livre sur les genoux. Je ferme les yeux, et dans le lointain, j'entends le rire de Julien, les pinceaux de Léo, la voix des jeunes que nous aidons. La vie ne m'a rien épargné, mais elle m'a tout rendu autrement. La douleur transformée en force, la honte changée en fierté, et la peur devenue amour. Je ne remercie pas ceux qui m'ont brisé, mais je remercie la vie de m'avoir permis de me reconstruire. Je suis Kiran Murphy. J'ai trouvé ma maison. Et désormais, quoi qu'il arrive, je continuerai à marcher, non plus pour fuir, mais pour vivre.